Et on continue cette matinale avec une chronique spéciale sur les États-Unis. Les élections américaines arrivent bientôt, le jour des élections qui est le 5 novembre si je ne me trompe pas, avec évidemment beaucoup de questionnements sur qui sortira vainqueur de ces élections et quelles pourront être les répercussions. Et pour faire cette chronique, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Terence Darrossani. Bonjour Terence, comment ça va? Tarokani. Ah, Darrokani, pardon. Comment ça va Terence? Très bien. Salut à tous. Alors Terence, je pense qu'il est temps de faire une petite mise au point sur l'avancée des sondages, hein. C'est la grande question évidemment qui se pose pour bon nombre de spectateurs sur l'évolution des élections américaines. Et il semblerait, la dernière fois lorsqu'on avait fait une chronique, nous parlions un petit peu des tendances et on s'était arrêté à un point plutôt clair, c'est-à-dire c'était un résultat serré. Cependant, d'après certains instituts de sondage, je te laisserai dire lesquels, et nous parler évidemment encore une fois de la potentielle fiabilité ou non de ces informations, il semblerait qu'un écart se creuse enfin, mais pour Donald Trump aurait l'avantage pour ces élections. Ouais, là, c'est vraiment la première fois. Alors là, on est effectivement à 3 semaines des élections générales, qui sont donc le mardi 5 novembre. Et effectivement, depuis la dernière fois, en regardant les agrégats de sondages, vous avez des plateformes spécialisées qui prennent tous les sondages existants et qui font des moyennes, en fait. J'en citerai deux. Il y a 270 Win de Nate Silver et Real Clear Politics. Moi, je regarde surtout Real Clear Politics. Et dans Real Clear Politics, on voit toujours une avance de Kamala Harris dans le vote populaire, puisqu'elle est à 1,7%, mais une légère avance de Donald Trump dans pratiquement tous les swing states. Alors, je vais réexpliquer rapidement comment ça marche les élections aux États-Unis. Il y a un suffrage universel, il n'y a pas de suffrage universel direct comme en France. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le vote populaire. Ce vote populaire, bon, il existe, on peut le consulter, mais il n'a qu'une valeur indicative. Ce qui compte, c'est le collège électoral. Qu'est-ce que c'est le collège électoral? Vous avez aux États-Unis des grands électeurs, un certain nombre de grands électeurs par État. Le nombre de grands électeurs est calculé selon la démographie, la géographie, etc. C'est un petit calcul qu'on fait. On sait à peu près qui va voter quoi dans 75% des États. Donc, dans 75% des cas, on ne va pas vraiment s'intéresser aux élections dans ces États. On va s'intéresser aux États qui votent tantôt pour le Parti républicain, tantôt pour le Parti démocrate. C'est ce qu'on appelle les swing states aux États-Unis, ou les États pivots. Bon, si on regarde aujourd'hui un peu les sondages, et donc je m'appuie sur Real Clear Politics, les swing states, c'est la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona, le Nevada vient de rentrer désormais dans les swing states, et les États de la Rust Belt, la région industrielle dans le nord-est des États-Unis, où vous avez le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. On peut observer qu'en Caroline du Nord, il y a une avance relativement conséquente de Donald Trump. En Géorgie, il y a une avance d'environ 1 point de Donald Trump. En Arizona, cette avance, elle est de 1,5. Le Nevada qui vient de rentrer dans les swing states, auparavant, il était acquis au Parti démocrate. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit devenu un swing state, puisque selon Real Clear Politics, Donald Trump a une avance de plus 0,3. Et on a désormais les États de la Rust Belt. Et dans la Rust Belt, on a une avance de Kamala Harris dans le Wisconsin à plus 0,3, je crois. Et en Pennsylvanie, c'est très serré avec une très légère avance pour Trump. Et le Michigan est également très serré. Ça, c'est le point sur les sondages aujourd'hui. Alors comment expliquer, première question, comment expliquer ce changement pour le Nevada, c'est-à-dire cette progression récente de Donald Trump dans les sondages? Bon, il semblerait que le Nevada, c'était un peu plus serré que ce qu'on nous disait. Et donc, Trump est revenu dans la partie assez rapidement. Il y a clairement un effet d'érosion de la campagne Kamala Harris. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que Kamala Harris ne communique assez peu. Elle donne peu d'interviews. Et donc, elle a une visibilité moindre. C'est sa stratégie. Par exemple, elle n'a pas voulu faire d'autres débats avec Donald Trump. Et son problème, c'est qu'elle manque de visibilité, mais quand elle est visible, en général, ça tourne à la catastrophe. On l'a vu récemment, très récemment, elle a donné une interview sur Fox News. Ça s'est avéré objectivement calamiteux pour elle. Et c'est comme ça qu'elle
qu'elle est en train de s'éroder. Elle a atteint un plateau, en fait, il y a quelques semaines, il y a environ 2-3 semaines. Et maintenant, ce plateau, elle est en train de descendre et Trump est en train de monter. Et ce qu'on observe aussi, c'est que depuis le débat Kamala Harris-Trump, Trump a commencé à remonter. Et on estime qu'il remonte parce qu'en fait, il est beaucoup plus agressif sur la question migratoire. Il est sur des thématiques anti-immigration. Il est allé dire qu'on allait expulser les 10 millions d'immigrés illégaux qui sont rentrés pendant l'administration Biden. Et ça plaît, il semblerait que ça plaise au public américain. Donc, il reste sur cette thématique et il communique aussi autour de la thématique du bon sens, où il dit, voilà, nous sommes le parti des gens qui refusons qu'il y ait des hommes transsexuels qui fassent du sport avec les femmes. Nous refusons les avortements à 9 mois, etc., etc. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup. S'il est sur une ligne nationale populiste, c'est ce que la base MAGA attend. Et il semblerait que le public américain ait été fatigué, agacé du wokisme rampant à l'intérieur du Parti démocrate. C'est d'ailleurs pour ça que la candidate Harris a pris comme vice-président Tim Walz. On a fait une petite émission là-dessus. Tim Walz qui l'a recentré vers la droite en communiquant autour de thématiques paléo-démocrates, avec la défense des ouvriers, avec des thématiques plus éloignées du wokisme. Malheureusement, il semblerait que ça ne soit pas suffisant pour elle. C'est pour ça qu'elle est en train de s'éroder dans les sondages et qu'on voit une avance légère de Trump un peu partout dans les swing states. Donc immigration, wokisme, aussi thématique économique. Les thèmes classiques. Des thèmes classiques, en tout cas thèmes classiques peut-être, mais je pense que beaucoup de spectateurs découvrent petit à petit finalement l'impact véritable de la problématique migratoire qui est vraiment très importante aux États-Unis. Peut-être que de nombreux spectateurs ne s'en doutent pas, que ça devient une véritable priorité. C'est un thème qui est en fait, c'est un thème qui a été lancé pendant la campagne des primaires du Parti républicain en 2015 et c'est la thématique qui a fait gagner Donald Trump pour les primaires du Parti républicain en 2015-2016. Personne ne voulait, dans le Parti républicain, s'emparer de cette problématique, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les gens ont peur de se faire traiter de racistes, et les républicains classiques, à la sauce Bush, néocons, etc., ne sont pas des gens extrêmement courageux. Et également, souvent, dans l'histoire récente des États-Unis, on peut dire que c'est le Parti républicain, c'est les milieux de droite qui ont fait venir les immigrés illégaux pour faire du dumping à la baisse sur les salaires. Historiquement, c'est le Parti démocrate qui est contre l'immigration pour justement éviter de faire ce dumping à la baisse sur les salaires. C'est les milieux de droite qui organisent l'immigration illégale. Donc, pendant la primaire du Parti républicain de 2015-2016, il n'y avait pas de personne pour parler d'immigration. Et Trump a été le seul à en parler. Et évidemment, ça a fait écho dans le public américain qui s'inquiétait de l'immigration légale et illégale venue principalement des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et qui était en train de changer le paysage démographique aux États-Unis. Absolument. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette question-là est de plus en plus développée. On avait vu d'ailleurs lors du débat entre les deux candidats comment, en tout cas, la sphère médiatique pro-démocrate avait voulu tourner en dérision les propos de Donald Trump lorsqu'il avait cité un exemple de personnes issues de l'immigration illégale et clandestine qui pouvaient même manger carrément des animaux. C'est-à-dire, à part ce traitement médiatique qui a voulu ridiculiser ces propos de Donald Trump. Oui, mais ça a été hétérotélique puisque finalement, ça a plutôt servi Trump, clairement. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut dire sur le public américain. Les Américains préfèrent leurs chats et leurs chiens aux immigrés illégaux, tout simplement. Tout simplement. C'est un bon rappel, ça nous permet en tout cas de comprendre un petit peu l'évolution des deux campagnes. Comme tu l'as bien précisé, je vous invite en tout cas, chers spectateurs, à tenter de regarder les meetings de Kamala Harris ou bien ses interviews. Quand on parle de calamité, c'est vraiment bien dit. En dehors même des montages qui sont faits par les pro-républicains pour se moquer de Kamala Harris, regardez. Il n'y a pas besoin de faire de parodie. Hein. Il suffit juste de le regarder comme ça, brut. C'est vraiment calamiteux. Elle a des problèmes de communication. De toute façon, Kamala Harris,
elle est objectivement nulle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a tenté d'avoir le ticket démocrate pour les présidentielles lors des primaires du Parti démocrate, elle faisait des scores également calamiteux. Je rappelle quand même qu'en 2020, quand elle a voulu avoir le ticket du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020, elle a fait 3%. Là, elle a réussi à s'imposer parce qu'elle était vice-présidente. Bon, il y a eu une petite entourloupe. Le pauvre Biden, qui yo-yotait clairement, s'est fait putcher et ils ont mis Kamala Harris à la place. Et ils n'ont pas eu besoin, heureusement pour eux, de passer par des primaires. Donc, elle a pu s'imposer. Mais le fait est que Kamala Harris c'est une très mauvaise candidate. Qui plus est, elle joue beaucoup sur son appartenance de genre et sur son appartenance ethnique, comme si on était encore en 2008. Alors évidemment, en 2008, vous aviez Barack Obama qui était élu, c'était un homme noir. C'était très symbolique et c'était apprécié par le public américain. Aujourd'hui, jouer encore cette carte, je pense que ça agace le public américain. Il y a quelque chose de compassé, de complètement ringard. Et ça ne marche pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est une femme. Et Bernie Sanders avait dit quelque chose, je crois que c'était il critiquait, il était dans les primaires du Parti démocrate en 2016, il critiquait en off Elizabeth Warren en disant que jamais une femme ne serait élue présidente des États-Unis parce que le public américain n'y était pas prêt. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, surtout chez les minorités. Je ne pense pas que chez les minorités, chez les hommes noirs, chez les hommes latinos, on soit prêt à aller voter, même chez les hommes blancs, peut-être à des degrés moins forts, puisque les hommes blancs votent à 52% pour Trump, tandis que 54% des femmes votent pour Kamala Harris. Mais ce pourcentage-là sera moins fort dans la minorité afro-américaine et latino-américaine. Aujourd'hui, on observe dans les sondages, par exemple, que chez les Afro-Américains, alors que Joe Biden faisait 90% dans la communauté afro-américaine, aujourd'hui, on est à 78%. C'est une baisse drastique quand même, c'est moins 12 points. Bien, justement, parlons de cette baisse drastique. Donc, je vais partager là tout de suite un petit partage d'écran. Je suis sur un site et je pense que tu as un commentaire à faire sur ça. C'est une statistique intéressante. Donc, là, on parle de sondage. Donc là, nous sommes sur Polymarket. Polymarket, comme vous pouvez le voir, donc là, ce sont des prédictions sur donc les élections américaines, où il y a bien marqué que c'est en direct et que c'est en plus une prédiction précise issue du marché de sondage le plus large du monde. En tout cas, ça veut s'imposer comme étant une référence. Polymarket qui à la base était un site de Paris, fondé par Peter Thiel. Je vais te laisser continuer sur ça, c'est juste, je vais présenter certaines données et après je te laisserai commenter parce qu'il y aura certaines choses à dire bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, il semblerait, d'après, donc là, vu qu'on parle d'un site de Paris, en tout cas, on parle de cet univers-là, on est plutôt à 60% de chances de victoire pour Trump et 40% pour Kamala Harris. Et fait intéressant, lorsqu'on descend un petit peu sur les autres statistiques, là vous pouvez voir un graphique donc sur l'évolution des intentions de vote, en tout cas des pourcentages de chances de victoire ou d'échec des candidats. On voyait qu'en fait en juillet, il y avait une très forte avance de Donald Trump avec Joe Biden qui était clairement en chute libre, comme vous pouvez le voir. Biden maintenant qui est à 0%, parce que Biden, qui est encore, d'ailleurs, je vous le rappelle, même si on semble l'oublier peut-être lui-même aussi, encore président des États-Unis, eh bien, on a vu Kamala Harris est montée dans les sondages. Et là, c'était ce fameux souffle qui avait en fait une sorte de côté véritable. Il y a eu un véritable vent de fraîcheur, un effet nouveau, même si ça a été imposé au Parti démocrate. En tout cas dans le camp démocrate. Et là, on peut voir en fait une tendance récente qui se dessine depuis octobre. Et d'ailleurs, tu pourras le rappeler, une fois que je te laisserai la parole, Terence, que aussi le mois d'octobre, c'est un mois intéressant parce que c'est le mois des révélations, où beaucoup de choses peuvent changer. Et là, il semblerait qu'il y ait une autre tendance qui se dessine. Cependant, comme tu l'as dit, tu as cité le nom de Peter Thiel. Donc, Terence, je te laisse la parole à la fois sur le pourcentage que l'on voit actuellement et ce que ça peut représenter. Et surtout, d'où ça vient, ce sondage. Alors oui, Polymarket, c'est un site qui a été créé par Peter Thiel. Donc Peter Thiel est un grand donateur de Trump depuis 2016. C'est intéressant parce que bon, effectivement, c'est peut-être pas une précision, c'est pas un sondage, c'est des gens qui parient. Donc là, les gens parient qu'à 60 contre 40, Donald Trump va gagner. C'est une nette évolution depuis 2 semaines, puisqu'on voit que Trump a gagné pratiquement 8 points, je crois. Donc il y a vraiment un vent qui gonfle les voiles de la candidature Trump. Bon, ce qu'il faut noter chez Polymarket, c'est que c'est un site de Paris et donc c'est beaucoup d'hommes qui jouent.
Donc, ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, c'est qu'il faut faire un rapide calcul sur ce résultat qui est quand même intéressant, parce que vous avez quand même des millions de gens qui y répondent. Donc, ce sont des panels beaucoup plus larges que ceux des sondages, avec des sociologies qui, ma foi, tout le monde parie, j'imagine. Il faudrait quand même regarder un peu la sociologie. Mais bon. Polymarket, donc 60-40, vous avez un taux d'acuité de Polymarket qui est de 77%. Donc ça veut dire quoi? 77% du temps, Polymarket a vu juste. La fois où ils sont trompés, c'était en 2016. Ils donnaient gagnante, Polymarket donnait gagnant Hillary Clinton. Bon, ils sont trompés. Donc, vous faites un rapide calcul en incluant ces 77% et vous incluez également ce qu'on appelle le gender gap, comment votent les hommes et comment votent les femmes, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui votent sur ce site. Donc, vous faites comme une forme de déviation standard en probabilité. Quand vous faites ce calcul, vous incluez tout ça, bon, ça donne toujours Trump gagnant à 60% et Kamala Harris à 40%. Donc, en incluant ces calculs-là, ces données-là, il semblerait que Donald Trump va gagner l'élection présidentielle. Alors, tout dernier point, il va nous rester 3 minutes, Terence. Donc là, on parle donc des élections présidentielles, mais encore une fois, lorsqu'on parle des élections américaines, il y a des élections, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je vais vous remontrer rapidement. Hop là, d'ailleurs, je pense que ce sera parfait pour que tu puisses commenter. Donc là, encore une fois, bon, c'est Polymarket. Et tu as déjà présenté à la fois ce que ça représente vraiment, qui l'a fondé et aussi d'où viennent justement les données qui nous permettent d'avoir ces pourcentages. Mais lorsqu'on descend, on voit évidemment donc les fameux états pivots qui intègrent le Nevada serré, comme tu l'as dit aussi, et sur les autres instituts de sondage. On parle aussi donc comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, du fait que ce soit à 50-50. Mais lorsqu'on descend, donc là, on voit justement la balance du pouvoir avec justement le Sénat et ainsi que la Chambre basse. Et donc alors là, on voit qu'il y aurait une nette avance des Républicains pour le Sénat, mais il semblerait que le résultat soit serré pour la Chambre basse. Donc, qu'aurais-tu à nous dire, en tout cas, sur cet aspect qui, je le rappelle, est très important. Rappel très rapide, issu de la précédente chronique. Tu nous avais expliqué que même si un président est élu, eh bien, c'est sur ça aussi où il faut porter notre regard, car ça permet de savoir si un président peut appliquer sa politique ou non. Voilà. Ouais, voilà. Donc la Chambre basse, c'est la Chambre des députés, hein, c'est l'équivalent de la Chambre des députés en France, et le Sénat, c'est le Sénat, c'est pareil. Donc vous enregistrez les lois dans la Chambre basse et elles sont ensuite gravées dans le marbre, si vous arrivez à les faire passer, par le Sénat. Si vous n'avez pas la Chambre basse, si vous n'avez pas le Sénat, vous êtes complètement neutralisé. Il semblerait aujourd'hui que le Parti républicain va se maintenir au Sénat. Il semblerait quand même qu'ils arrivent également à se maintenir dans la Chambre basse. La Chambre basse, elle a été gagnée de manière très serrée pendant les midterms de 2022. C'est l'équivalent des élections législatives. Tous les indicateurs nous démontrent que la Chambre basse devrait être retenue par le Parti républicain. Ce qui veut dire que si Kamala Harris, aujourd'hui, si le 5 novembre, elle est élue, elle sera complètement neutralisée. Qui plus est, on n'a pas vraiment parlé des chemins vers la victoire, mais le chemin vers la victoire pour Kamala Harris semble compliqué, puisqu'il semblerait quand même que Trump ait une nette avance en Géorgie, en Caroline du Nord et en Arizona. S'il gagne ces 3 États, Kamala Harris est obligée de gagner les 3 États de la Rust Belt, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Or, aujourd'hui, il y a une très légère avance de Trump en Pennsylvanie, et c'est serré dans le Michigan, et c'est désormais serré dans le Wisconsin. Donc, ça va être quand même très compliqué pour Kamala Harris. Si elle arrive à gagner, elle gagnera avec environ 272 grands électeurs, ce qui est très très peu. Donc l'exécutif sera très affaibli et il semblerait qu'elle n'ait même pas, que le Parti démocrate n'ait pas la chambre haute, le Sénat, ni la chambre basse. Si tel était le cas, on aurait une administration très faible qui gouvernerait par executive order, c'est l'équivalent, grosso modo, des 49.3 en France. Mais temporaire. Mais temporaire, voilà. Et Kamala Harris serait très faible, en fait, si elle était élue. Tandis que si Donald Trump, lui, est élu, il a un chemin vers la victoire qui lui amènerait beaucoup plus de voix, donc l'exécutif serait fort. Et vu qu'il semblerait que la Chambre haute et la Chambre basse soient maintenues pour le Parti républicain, si Trump est élu, l'administration de Trump sera très forte et aura les coups des franches pour mener sa grande politique.
Et justement, merci beaucoup Terence. On en parlera, je pense, pour la prochaine chronique. C'est-à-dire, on avance petit à petit. Là, c'était nécessaire de faire une mise au point parce qu'on voit un changement de tendance et ça nous permet encore une fois de faire des rappels sur comment interpréter les sondages ou en tout cas les intentions de vote ou aussi là. Donc là, ce n'est pas en fait issu d'un sondage, c'est-à-dire qu'on parle pour Polymarket, c'est-à-dire ce sont issus des paris. Donc c'est un panel plus large. Tu as tout très bien expliqué. Je pense qu'il serait très intéressant pour la prochaine chronique de anticiper les scénarios, c'est-à-dire si Kamala Harris arrive au pouvoir, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement sur la mise en place de sa politique ou non, et inversement aussi avec Donald Trump. Je pense que ce serait important de pouvoir préciser un petit peu plus, se concentrer finalement sur les projets politiques qui sont donc déployés et exposés pendant cette campagne politique par les deux candidats et les deux partis. Voilà, donc merci beaucoup Terence pour cette chronique. On se retrouve très bientôt, je pense pour tout simplement la semaine prochaine pour pouvoir faire le point. Chers spectateurs, si vous voulez aussi qu'il y ait des sujets plus précis, traités en lien avec les élections américaines, n'hésitez pas. Je sais que par exemple, là dans le chat, je vais voir directement, oui, Trump et le sionisme, vaste sujet. Peut-être que Terence pourra se faire un plaisir de aborder ce sujet qui peut sembler pour beaucoup, en tout cas, soit épineux, soit complexe. Je pense qu'il mérite d'être traité de manière claire. En tout cas, l'avantage avec Terence, c'est qu'on ne perd pas de temps. Tout est direct et net. Donc, merci beaucoup, Terence. Et on se retrouve, chers amis, tout de suite avec Nicolas Stocker et Youssef Indy pour le Grand Angle. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.